Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Quelle heure était-il ce jour-là du mois de novembre 1872 quand Claude Monet s'est installé devant sa toile, dans sa chambre d'hôtel, l'hôtel de l'Amirauté, face au port du Havre, pour peindre? La question est cruciale. Le soleil se lève-t-il ou se couche-t-il? Le tableau, aujourd'hui conservé au musée Marmottan-Monet à Paris, pas très loin de la maison de la radio d'ailleurs, est devenu icône. C'est lui qui aurait donné son nom à l'impressionnisme. Ah, il était à peu près 7h35 ce jour-là, de bon matin donc, au Havre. Ces tableaux sont des charivaris de palette. Courbet dira encore, des anges, je n'en ai jamais peint parce que je n'en ai jamais vu. On pense à Boudin comme le peintre des plages normandes. Je dirais plutôt peintre des ciels normands. Et je dois dire qu'actuellement, nous pourrions, si nous voulions, presque refaire ce tableau avec mes enfants, mes petits-enfants, mes neveux et mes nièces. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée. Le soleil vient de se lever. Bonjour Ségolène Lemaine. Bonjour. Il n'en finit pas de se lever, ce soleil levant. Je disais, pour ouvrir cette émission, que la date, novembre 1872, et précisément l'heure, vers 7h35 du matin, est connue. Oui, la date est connue par les travaux qui ont été menés lors de la préparation d'une exposition récente sur Impression Soleil Levant, organisée notamment par Géraldine Lefebvre, et qui a montré, en travaillant avec un météorologiste, exactement quelle pouvait être l'heure, ce qui a contribué d'ailleurs à préciser la localisation du point de vue de Monet. Et puisqu'il regarde un petit peu le bassin du Havre et on voit les grues d'ailleurs sur ce tableau. Voilà. Et donc on voit déjà tous les enjeux du paysage impressionniste, c'est-à-dire pas seulement l'impression, mais également l'industrialisation portuaire dans ce grand port du Havre, qui est justement le port qui mène aux États-Unis, qui est au débouché de toute la Seine et qui finalement est une sorte de porte du pays vers l'Atlantique, mais aussi vers l'Asie. Et oui, c'est tout un monde qui s'ouvre à nous avec ce tableau que l'étude a permis de dater précisément, 13 novembre 1872, bien de bonne heure le matin. Juste une question, j'en profite, Ségolène Lemaine. Pendant longtemps, ce tableau a été daté de 1873, alors que Claude Monet lui-même écrit la date sur le tableau. Quand on le regarde, on voit, c'est écrit 1872. Ouais. Pourquoi cette erreur? Ça, je sais pas exactement, mais en tout cas, actuellement, on considère vraiment qu'il a été peint en 1872 et exposé, comme on sait. Il est à l'exposition actuellement au musée d'Orsay. L'exposition sur la première exposition des peintres impressionnistes, celle de 1874. D'ailleurs, dans une très belle salle où on le rapproche à la fois des pastels de Monet, qui sont vraiment les pastels qui annonce tout son travail de peintre et d'artiste par le travail de la touche, par la vigueur de la couleur, et en même temps rapproché du roi des ciels, de celui que Baudelaire appelait le roi des ciels, qui est Boudin. Et oui, Eugène Boudin, toujours des Normands. C'est une journée aujourd'hui qui sera très normande. Ségolène Lemaine, vous êtes professeure émérite d'histoire de l'art à l'université Paris-Nanterre. Et avec vous, nous allons réfléchir sur ce tableau, mais surtout comment Monet en est arrivé là. Et pour accompagner cette réflexion, Philippe Latel, bonjour. Bonjour Xavier. Vous êtes commissaire d'exposition et directeur du festival Normandie Impressionniste qui, en 2024, évidemment, fête les 150 ans de la première exposition des peintres impressionnistes. C'est très important de rappeler l'importance de la Normandie dans cette histoire-là. Oui, absolument. Alors, à propos déjà d'Impression Soleil Levant, il faut rappeler qu'on lui avait... on l'avait célébré il y a 2 ans autour d'une petite édition spéciale, les Nuits Normandie Impressionnistes, où tout le monde, tous les acteurs culturels du territoire avaient fait la fête à Impression Soleil Levant, et notamment au Havre. Et cette année est très particulière pour le festival, dans le contexte de la célébration des 150 ans de l'impressionnisme. Effectivement, la Normandie a un rôle très particulier,
Elle a accueilli ces peintres très régulièrement. Très souvent d'ailleurs dans des contextes de difficultés financières, hein, surtout au début. Même la famille de Monet va au Havre quand il est tout jeune parce que il y a des difficultés financières qui amènent le père de Monet à s'installer au Havre pour trouver du travail. Monet lui revient aussi dans les moments un peu de dèche. Hein. Pendant les 20 premières années, c'est pas facile ni pour Monet ni pour Pissarro, et souvent ils y viennent parce qu'il y a déjà sur place une communauté de riches industriels qui sont aussi collectionneurs, qui s'intéressent à la nouveauté et qui achètent leurs œuvres. Donc quand ils sont vraiment dans la difficulté, la Normandie est accueillante. Il y a des collectionneurs. Hein, on en connaît quelques-uns. François Lepau, le Rouennais, avait été célébré pendant l'édition 2020 du festival. Évidemment, le frère lui-même de Monet, Léon Monet, qui est à Rouen aussi. Olivier Sène au Havre. Donc il y a toute une communauté très accueillante pour les peintres en Normandie. Et c'est vrai que le contexte d'essor économique de cette époque explique beaucoup le fait que cette terre était particulièrement accueillante, et notamment le long de la Seine, qui s'industrialise énormément pendant cette partie du 19e siècle. L'invention du bateau à vapeur, Ségolène l'a mentionné, hein, c'est la porte vers le monde, c'est la porte vers l'Angleterre, mais ça l'est depuis le Moyen-Âge, ça. Mais à ce moment-là, le bateau à vapeur fait que il y a un essor économique extraordinaire, et qu'il y a cette communauté, ces villes qui se développent à un rythme frénétique, hein, Le Havre, Rouen, ces ports. Ça crée aussi une agitation qui fascine les impressionnistes, et le tableau Impression Soleil Levant fait partie d'une lignée de témoignages d'une époque où on veut essayer de capter ces moments où tout bouge, les bateaux partent, la fumée des usines, les passants, les marchands. L'exposition à Caen sur le spectacle de la marchandise va montrer ça aussi, hein, cette agitation dans les villes. Et les villes normandes ont ce site particulier qu'elles mélangent le développement économique et urbanistique, et aussi le développement d'un port et l'ouverture au monde. Alors après, on parlera sûrement du lien avec le Japon, de l'Angleterre, mais tout ça est là en Normandie. Et le Festival Normandie Impressionniste 2024, par chance, enfin par chance parce qu'on l'a construit comme ça, va aborder toutes ces thématiques qui permettent de comprendre comment on en arrive à la première exposition impressionniste, le développement économique, la transformation des villes, la transformation du littoral, le rôle fondamental du Japon, l'arrivée de toutes ces œuvres, tous ces objets japonais absolument partout, la lumière, évidemment. Là, j'ai pas été très romantique dans l'approche de la Normandie, mais évidemment, il y a aussi le rôle fondamental de la lumière. C'est très important de mettre en place l'ensemble de ces paramètres. Sur le progrès technique, il y en a un à évoquer avant tout. Peut-être c'est le chemin de fer, Ségolène Lemaine. Oui, tout à fait. Le chemin de fer, ça a été absolument décisif pour permettre aux peintres, et pas seulement aux impressionnistes d'ailleurs, de sillonner la France entière. Et on peut penser entre autres à Courbet, qui va ainsi non seulement faire des allers-retours chez lui en Franche-Comté, mais également du côté de Saintes, où il va peindre chez un amateur qui s'appelle Baudry, des tableaux de fleurs et des paysages près de Corot. Et là, il rencontre un autre amateur des impressionnistes qui est Théodore Duret. Donc, il y a une petite communauté qui se fait, et qui se rencontre sur place, dans des petits pays, en quelque sorte, mais grâce au chemin de fer. Et il y a un texte de Théodore Duret qui le raconte très bien, son arrivée en chemin de fer, justement, en Saintonge. Mais évidemment, pour la Normandie, ça a été très important, parce qu'il y a d'une part, il y a cette ligne qui va aller jusqu'à Rouen, et ensuite jusqu'au Havre, et qui a été absolument importante. Et puis, il y a la ligne qui conduit à Deauville également. Et puis, enfin, il y a aussi toutes les lignes de banlieue. Et donc la gare Saint-Lazare, qui sera tellement peinte par Monet dans cette importante série, c'est vraiment la voie, la porte de ces différents lieux vers lesquels vont aller les impressionnistes
en traversant le paysage comme ça, en ligne droite. Ah oui, avec la vitesse. Aussi, avec la vitesse. Il y a cette idée très importante que Monet fait apparaître dans sa peinture du train qui file dans le paysage tout droit et de ces lignes horizontales qui zèbrent le paysage et qui s'opposent au clapotis des vagues et des flots. Avec ces trains qui ne conduisent pas uniquement des peintres impressionnistes. Pour la Normandie, il y a toutes celles qui partent en villégiature. Vous avez cité Deauville, qui est une station balnéaire très très récente, qui date du Second Empire. Et Ségolène Lemaine, Eugène Boudin, le peintre, profite de ce mouvement-là. Il a trouvé un marché gigantesque. Chacun revient avec son petit souvenir. Il faut avoir un peu d'argent quand même. Mais bon, c'est abordable, Eugène Boudin, à ce moment-là. Oui, tout à fait. Eugène Boudin peint les personnages sur les bords de plage dans des très jolies aquarelles qui effectivement plaisent à ces personnages en villégiature. C'est vraiment la classe de loisirs qui est en train de se mettre en place et qui vient sur place sur les bords de la mer. Et il y a ce site d'ailleurs qui s'appelle l'embouchure de la Seine, qui a été peint successivement d'ailleurs par Corot, par Courbet, et qui est vraiment un site très important. Avec, dites-nous, Philippe Platel, ces lieux que nous évoquons depuis tout à l'heure, associés à des individus, des peintres, c'est vrai qu'on les a les uns après les autres, Corot, Courbet qui arrive là, Monet, évidemment. Et alors il y a aussi un dîner qui réunit d'ailleurs... justement, il y a une lettre de Monet qui écrit à Boudin, ou à Courbet, venez dîner au chalet Choiseul. Donc, Courbet est très content parce qu'il est en train de peindre toutes les belles dames de la côte, il fait ses paysages de mer, il est très heureux, et il y a ce dîner qui les réunit tous ensemble au chalet Choiseul. Et à propos de dîner, c'est vrai que cette dimension de convivialité, c'est très important aussi, et notamment en Normandie. Ils se retrouvent tous dans des lieux différents. On pense forcément à Honfleur. Ils se retrouvent tous autour de la table de la mère Toutain à la ferme Saint-Simon. Alors aujourd'hui, c'est un restaurant et un hôtel très chic, mais à l'époque, c'était vraiment un endroit où on mangeait pour 3 fois rien. Et c'est l'époque précisément où ça tombait bien qu'on pouvait dépenser 3 fois rien, parce qu'ils avaient 3 fois rien. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point ces villes, ces petites villes du littoral se sont développées à un rythme fulgurant à cette époque-là. Et il y a un petit film très intéressant à l'entrée de la Villa du Temps Retrouvé à Cabourg qui montre un time-lapse en fait de toute l'histoire alors c'est l'exemple précisément de Cabourg, mais c'est la même chose pour Deauville, pour Trouville. Depuis le Moyen-Âge, il se passe absolument rien. On le voit, le film, on voit des vaches, des villages, il se passe rien. Puis d'un coup, 19e siècle, patatrac, tout se construit. Ensuite, tout se détruit, hélas, pendant la guerre. Tout se reconstruit. Mais c'est vraiment, on voit en fait, on arrive à mesurer dans la durée du film à quel point c'est l'explosion soudain au 19e siècle, et c'est à partir de là que ça commence. Ça permet aussi de nous faire mesurer à nous, hommes et femmes de 2024, à quel point on est très proche de ce 19e siècle aussi, et comment on a hérité de ça. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, on le date de cette époque-là, dans ces villes de villégiature. Il y a Étretat aussi, évidemment, qui était très très difficile c'était très difficile d'aller à Étretat à cette époque-là, par exemple. Il y avait et Monet décide d'y aller justement parce que c'est un endroit de calme. Alors on a du mal à se le figurer aujourd'hui, mais c'était donc ils se retrouvaient tous évidemment Trouville. Alors on a mentionné Boudin, Honfleur. Boudin, c'est là que Monet apprend à peindre, et il y aura une très belle exposition au musée Eugène Boudin justement de Honfleur qui va expliquer ça, comment Monet a appris et à regarder comment peindre les nuages et les ciels avec Boudin, avec John Kind. Et comme l'a mentionné Ségolène, c'est ce qu'on voit magnifiquement dans cette salle dédiée à Impression Soleil Levant dans l'exposition d'Orsay. Impression Soleil Levant nous intéresse aujourd'hui avec cette question, mais comment Monet en est-il arrivé à peindre en 1872 ce tableau? Ce sont des histoires de lieux, des histoires d'individus, des histoires de rencontres. C'est ici, dans cette auberge de la ferme Saint-Siméon, qu'Eugène Boudin, originaire de Honfleur,
est venu manger très souvent avec des amis peintres. Il était attiré par cette auberge qui n'était alors qu'une chaumière, tenue par la mère Toutain, célèbre pour son plat, la matelote à la marinière. Elle servait à déjeuner surtout dans les prés qui avoisinent l'auberge, sous les pommiers, sur des tables de bois. Et la vue qu'on avait sur l'estuaire attirait les peintres avec ces jeux de la lumière sur l'eau qui séduisaient les pré-impressionnistes. Quel peintre? Eh bien, Eugène Boudin, certainement l'un des premiers, après Corot, et quelques amis comme le jeune Monet qui venait du Havre, Jonquin aussi, qui est venu beaucoup peindre dans la région, et puis un certain nombre de peintres impressionnistes, amis de Monet ensuite. L'Auberge Saint-Siméon présenté sur Antenne 2 en 1984 avec de jeunes gens. Ségolène Lemaine en 1872, Claude Monet à 32 ans, enfin ils ont tous la trentaine, ce sont des jeunes gens. Quel parcours pour ces peintres? Monet est lié au Havre par sa famille. C'est quoi le parcours d'un peintre au 19e siècle? Comment doit-on faire? Quel cursus, quel Parcoursup pour devenir un peintre reconnu? Alors, il y a deux parcours. Enfin, il y a un parcours officiel, plus exactement, qui est celui que ne souhaitent pas les peintres impressionnistes. C'est celui qu'on appelle le parcours académique, qui suppose de passer par l'école des Beaux-Arts, qui est d'ailleurs réformée en 1863, l'année du Salon des Refusés, et on crée des ateliers de peintres, parmi lesquels l'atelier du peintre Gérôme, qui sera absolument détesté par les impressionnistes, moqué par eux, etc. Et réciproquement. Et réciproquement, oui. Et donc on passe par l'école des Beaux-Arts, et de là, on fait des concours, on réussit si on peut le concours, on part en Italie si on gagne le concours, on est récompensé par le prix de Rome, et ensuite on revient, et quand on revient, on fait des grands tableaux qu'on essaye de faire accepter par le jury pour qu'ils soient exposés au salon. Et la taille des tableaux est d'ailleurs importante à ce moment-là, parce que le salon, c'est un lieu où les tableaux sont, entre guillemets, accrochés à touche-touche, vraiment très près les uns des autres. Et pour se faire voir, il faut en jeter plein la vue et mettre un plus grand tableau que les autres. Alors, c'est le cas des tableaux d'histoire qui sont vraiment mis en évidence dans la présentation du salon, mais même au salon, on voit que se développent des genres un petit peu nouveaux qui vont plaire à une clientèle bourgeoise, et des genres qui sont ceux du paysage et du portrait, mais avant tout le paysage. Et alors là, je pense justement à une photographie de Gustave Legray qui présente l'accrochage du salon en 1851, et on voit cette superposition de grands tableaux d'histoire, tableaux d'église, etc. Et en dessous, il y a un grand tableau, c'est les Demoiselles de village de Courbet, qui est quand même des figures dans un paysage, et cette grande ouverture sur le paysage, et en dessous, deux tout petits tableaux de Rousseau, minuscules vraiment. Théodore Rousseau, oui. Oui, de Théodore de Rousseau, qui sont tout à fait petits, et tout autour, une sorte de couronne de portraits. Donc cet accrochage est intéressant, il donne vraiment la densité d'accrochage. C'est intéressant parce qu'à ce moment-là, on a des photographies de l'accrochage du salon. On se rend compte comment c'était décrit aussi par les critiques, bien sûr, qui jugeaient cette accumulation picturale absolument terrible. Mais voilà. Ces peintres futurs impressionnistes, par exemple Claude Monet, choisit une voie parallèle parce qu'il n'est pas accepté dans ce système-là, ou alors c'est vraiment un choix pensé dès le début? Est-ce que Claude Monet a essayé de passer par le chemin tant attendu de tous les peintres à ce moment? Il a vraiment pas essayé d'entrer à l'école des Beaux-Arts, mais c'est pas le cas de tous, parce que par exemple Renoir a été admis à l'école des Beaux-Arts, mais Monet, non, il est allé à l'école de Gleyre, et puis surtout, il est allé copier au Louvre, et il est allé peindre sur le motif, en plein air, avec Basile, son ami, et en fait, Monet a une trajectoire assez originale parce qu'il s'est presque formé un petit peu lui-même. Il a commencé justement sur les quais du Havre en dessinant des caricatures des touristes. Et ce qui est d'une certaine manière une façon de s'initier à la technique de la série. Il s'inspirait des caricatures de la presse, parce que c'est une grande période d'explosion de la presse. Il refaisait à la manière de ces caricatures de presse, parmi lesquelles celle de Nadar, dans le Diogène, des personnages à grosses têtes, très comiques. Enfin, les caricatures de Monet sont extrêmement drôles, avec des
colorait quelquefois, ce qui est original, parce qu'on voit pas ça dans la caricature de la presse, et il vendait ça. Et il a essayé d'exposer ça à la vitrine d'un marchand, d'un encadreur. Et en exposant chez cet encadreur, il a rencontré un autre peintre qui s'appelle Boudin. Et là, ça a été très important pour lui, parce qu'avec Boudin, il est allé peindre sur le motif, et ils ont peint côte à côte, et il a vraiment découvert le plein air, et il a voulu devenir peintre. On voit Claude Monet, caricaturiste, on l'oublie, mais oui, Claude Monet, jeune homme caricaturiste, il passe par l'atelier de Charles Glair. Charles Glair, c'est l'école des Beaux-Arts de Paris, hein, c'est bien ça. Et puis, qui devient après Claude Monet tel qu'on le connaît, mais avec ce long cheminement et ses rencontres surtout. Vous avez évoqué Eugène Boudin, bien sûr, il y en a tant d'autres, ceux que l'on peut éventuellement retrouver au Salon des Refusés. L'explosion continuait, s'aggravait dans une gamme ascendante de fous rires. Dès la porte, il voyait se fendre les mâchoires des visiteurs, se rapetisser les yeux, s'élargir le visage, et c'étaient des souffles tempétueux d'hommes gras, des grincements rouillés d'hommes maigres, dominés par les petites flûtes aiguës des femmes. On ne comprenait pas, on trouvait ça insensé, d'une cocasserie à se rendre malade. Ceux qui ne riaient pas entraient en fureur. Ce bleuissement, cette notation nouvelle de la lumière semblait une insulte. Est-ce qu'on laisserait outrager l'art ? De vieux messieurs brandissaient des cannes. Cela tournait au scandale, la foule grossissait encore, les faces se congestionnaient dans la chaleur croissante, chacune avec la bouche ronde et bête des ignorants qui jugent de la peinture, exprimant à elle toute la somme d'âneries, de réflexions saugrenues, de ricanements stupides et mauvais que la vue d'une œuvre originale peut tirer à l'imbécilité bourgeoise. Dans son roman L'œuvre en 1886, Émile Zola nous raconte combien les bourgeois sont effarés devant ce qui est exposé au Salon des Refusés. Philippe Platel, on a du mal aujourd'hui à imaginer combien tous ces peintres pouvaient faire scandale, c'est une chose, mais surtout provoquaient des discussions. Combien la peinture était au cœur du propos, et on le voit bien avec les expositions, mais pas seulement dans la presse, au moment du salon, et ça dure pas qu'un jour le salon, tout est commenté sans cesse. Oui, c'est un vrai scandale, et c'est un scandale qui anime toutes les disciplines. Vous venez de mentionner Zola. Ce scandale, il date pas simplement des impressionnistes. Il a déjà ses germes dans quelques années auparavant avec Manet, évidemment, avec l'Olympia, avec le déchaîné sur l'herbe. Là, le scandale, il est déjà bien établi, hein. Et eux, effectivement, reprennent ces motifs. Hein. La moderne Olympia de Cézanne reprend l'Olympia de Manet. Le déjeuner sur l'herbe de Monet, alors qui n'a pas été achevé, tentait de reprendre le déjeuner sur l'herbe de Manet. Mais le scandale, il ne portait pas que sur cette évolution de la peinture. Hein. Il était absolument partout. Et comme vous mentionnez l'œuvre, effectivement, c'est un moment où Zola règle un peu aussi ses comptes avec l'impressionnisme, et par le biais de ce personnage, Claude Lantier, qui est un peintre qui est longuement décrit, mais décrit comme un peintre un peu raté dans l'œuvre, et c'est ça qui a aussi éloigné Zola de ses amis. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi toute cette fusion artistique. Hein. Si on reste sur Zola, il y a des pages entières de Zola qui sont littéralement des descriptions de tableaux impressionnistes. Mais tout le long de la littérature de Zola, il le dit lui-même d'ailleurs, hein, que c'est une source inépuisable. Et ses amis peintres lui ont amené des images. Alors ils regardent tous ensemble l'évolution de la vie, l'évolution de la vie moderne, les gares, on l'a mentionné, mais aussi les halles, hein, le ventre de Paris. Le ventre de Paris, on le retrouve chez Monet, on le retrouve chez Maximilien Luce. On dit même Manet
était censé créer une immense fresque sur le ventre de Paris pour l'Hôtel de Ville, bon, qui n'a jamais été réalisée. Donc, ce scandale, il est un peu partout. Et puis après, d'année en année, cette forme ce terme d'impressionnisme, il a été dans d'autres disciplines aussi. La musique, évidemment, Ravel, Debussy. Et d'ailleurs, en créant de nouveau le scandale, alors que il venait déjà d'être passé à la moulinette de la critique auprès des peintres, et quand Debussy fait une musique qu'on pourrait qualifier d'impressionnisme, l'Académie de musique, rebelote, critique cet impressionnisme de nouveau. Donc il y a effectivement, on s'éloigne tellement des canons, on s'éloigne tellement des thèmes religieux, politiques, historiques, mythologiques, pour regarder la vie, pour regarder aussi les petites gens, surtout chez Degas, surtout chez Caillebotte, que ça crée un scandale, évidemment. Et puis il y a aussi, il faut pas l'oublier, alors il y a une seule femme qui est dans la première exposition, c'est Berthe Morisot, mais ce mouvement, c'est aussi un endroit où les femmes peuvent un peu plus facilement rentrer. Elles n'ont pas le droit d'aller à l'école des Beaux-Arts, hein. Elles n'ont pas le droit évidemment, elles n'ont pas le droit d'aller dans les études de nu. Et quand on ne fait pas d'études de nu, on ne peut pas aborder des sujets mythologiques ou religieux, paradoxalement d'ailleurs. Donc, ce mouvement de libération, auquel contribue l'impressionnisme, il amène aussi beaucoup de femmes à peindre. On le dit, hein, alors sur le thème d'une critique, mais les commentateurs disent beaucoup. On voit des femmes peindre partout dans Paris, et c'était pareil en Normandie. Donc ça aussi, c'est à mentionner dans le grand mouvement de libération, même si c'est bien que cette partie-là où on peut dire que les femmes ont un début de liberté, parce que sinon on en est très très loin. Même si la Troisième République a ouvert quelques champs dans le domaine social, les femmes vont devoir attendre encore quelques années, même un certain nombre d'années pour avoir des droits. Ah bah oui, et puis jusqu'aux années 1960, 1970 et aujourd'hui encore. Ségolène Lemaine, dans ce mouvement qui nous intéresse, celui qui va conduire à l'impressionnisme, c'est vrai qu'il y a des antécédents, qu'il s'agisse de Courbet, qu'il s'agisse de Manet avec le Salon des Refusés, dans une volonté de s'affranchir de la pression de l'Académie des Beaux-Arts, de l'École des Beaux-Arts. C'est vrai que déjà Courbet, dès 1855, avait voulu exposer seul en disant, voilà, moi j'ai autre chose à proposer que ce que l'on m'impose. Oui, tout à fait. Le geste artistique de Courbet en 1855 est extrêmement important. En effet, il organise lui-même sa propre exposition au pavillon de l'Alma, dans une sorte de baraquement de foire qu'il a dessiné dans une de ses lettres, et où il marque le réalisme. Et à ce moment-là, il écrit le premier texte qui est considéré comme le premier manifeste d'art contemporain. Donc c'est aussi une grande innovation, ce premier manifeste. Toute l'histoire de l'art, après, va se jouer de manifeste en manifeste et d'isme en isme. Donc il lance ce mot de réalisme qui sera repris ensuite par les critiques et repris notamment par Champfleury, qui est lui-même un écrivain. Le mot de réalisme, c'est un mot qui est venu de la littérature, qui vient de Balzac en fait, et qui est allé vers la peinture et qui retourne à la littérature. Donc ça, c'est intéressant, ces allers-retours entre art et littérature qui ont été déjà présents dans la peinture romantique. Et donc il y a tous ces allers-retours entre peinture et littérature et ce geste de rupture d'organiser une exposition. Et cette exposition qu'organise Courbet, c'est une sorte de rétrospective personnel de sa propre peinture, alors que dans l'exposition universelle, il y avait des rétrospectives qui présentaient les grands peintres de l'époque, et notamment Delacroix, qui est vraiment la grande figure de la peinture contemporaine, mais également Ingres. Donc il y avait d'autres grands artistes qui étaient célébrés, et Courbet voulait aussi avoir sa place. Il avait eu 11 tableaux acceptés au salon, mais il trouvait que c'était pas suffisant. Donc il a fait cette grande exposition avec le soutien de son mécène, un collectionneur. On voit aussi ce nouveau système qui se met en place, où les artistes travaillent avec des collectionneurs. C'est par opposition au système académique dont j'ai parlé, c'est maintenant le système qu'on appelle le système marchand critique qui se met en place, avec les collectionneurs, les critiques. Et donc Courbet fait ça en 1855. Il recommence pour l'exposition de 67. Et à ce moment-là, Manet fait la même chose. Manet fait aussi sa propre exposition. Donc il y a Courbet d'un côté, Manet de l'autre, au moment de l'exposition universelle. Et de plus,
une des choses intéressantes dans l'exposition de Courbet en 1867, c'est qu'il expose ce qu'il appelle alors ses paysages de mer. Dans son catalogue, il y a une section entière sur les paysages, qui est très intéressante par les titres. Et donc, il y a une section qui montre les paysages tout court, c'est la campagne, on pourrait dire les paysages verts. Et puis ensuite, il y a les paysages de mer, qui sont ces nouveau genre, en fait, pictural, qui est celui de la peinture de mer que développe Courbet, mais qui va être énormément reprise à la fois par Whistler et par Monet, et donc qui devient vraiment le genre de la peinture contemporaine, le genre de la peinture absolue, qui va vers l'horizon, qui joue avec les ciels. On a parlé tout à l'heure de Boudin, de l'embouchure de la Seine, donc il y a ça. Et puis enfin, il y a une troisième catégorie qu'ils ont découvert quand ils étaient d'ailleurs chez la mère Toutain, c'est parce qu'ils étaient en hiver chez la mère Toutain, ce sont les paysages de neige. Donc il y a une troisième catégorie de paysages qui est absolument extraordinaire et nouvelle, c'est la peinture blanche, la peinture qui montre la lumière dans la neige, les modulations de la lumière dans la neige. Et pour Monet, ça sera une source inépuisable d'inspiration, et il en tirera des très grands chefs-d'œuvre, la Pie, et ensuite quand il ira en Norvège à l'invitation des peintres norvégiens, il s'apercevra à sa grande surprise qu'il est accueilli comme un maître et comme quelqu'un qui fait partie de l'école de Norvège parce que il a peint ces paysages de neige qu'avant lui, bien peu de peintres avaient peint. Il faut remonter à Bruegel pour retrouver cette culture du paysage de neige. Donc c'est vraiment une nouveauté qu'on trouve dans ces tableaux et ces nouvelles catégories de peinture de paysage. Courbet. Courbet a eu la révélation d'une destinée nouvelle. Il admet seulement, uniquement le réel, la réalité positive perçue par les sens. Je tiens, dit-il, que la peinture est un art essentiellement concret et ne peut consister que dans la représentation des choses réelles et existantes. C'est une langue toute physique qui se compose pour mot de tous les objets visibles. Un objet abstrait, non visible, non existant n'est pas du domaine de la peinture. Et d'une manière plus brève, Courbet dira encore « Des anges, je n'en ai jamais peint parce que je n'en ai jamais vu ». Eh bien, cette doctrine positiviste, en même temps que naturaliste, elle est celle des temps nouveaux. L'historien d'art René Huyghe, en 1949, à propos de Courbet, cette phrase exceptionnelle, « Je peins pas des anges, j'en ai jamais vu ». Philippe Platel, c'est cette volonté de représenter le monde tel qu'il est et tel qu'il bouge qui nous intéresse ici. C'est toujours cette réflexion, pourquoi Monet peint Impression soleil levant en 1872 peindre ce qui est mouvant, c'est aussi l'enjeu de ce mouvement-là. Alors il y a ce qui est mouvant et puis il y a ce qui est émouvant aussi, c'est-à-dire que il représente le paysage en l'intériorisant. On dit qu'il peigne sur le motif, que Monet a peint Impression soleil levant à une certaine date, une certaine heure, etc. Mais il l'a aussi retravaillé derrière en atelier, il l'a retouché. C'est pour ça qu'on ne sait pas très bien si c'est un lever, un coucher de soleil. Il y a c'est le cas de le dire, il y a un peu de flou autour de cette création. Et ce qui est important, c'est aussi de voir comment on injecte dans le paysage une certaine sensation qu'on a retenue a posteriori, et ça, un certain nombre de tableaux impressionnistes ont été conçus ainsi. Alors, le mouvement, Ségolène a évoqué la mer, ça c'est effectivement le mouvement de la mer, c'est quelque chose qui a été très repris, et je mentionne, alors là, je fais des petites pages de pub parfois, mais il y a aussi donc, l'exposition qui sera au musée des impressionnismes à Giverny va se consacrer à ça, à ce moment justement où tout d'un coup on regarde la mer, mais c'est une mer qui bouge dans tous les sens du terme, c'est pas qu'une mer où on voit les vagues bouger, c'est aussi le paysage maritime qui bouge, le paysage portuaire qui bouge, et l'exposition de Giverny va aussi regarder ça, comment les ports évoluent, et évidemment Impression soleil levant c'est un des meilleurs exemples. Est-ce qu'on peut dire que c'est un des premiers tableaux qui regarde la pollution aussi? Il y a des usines au loin, on voit la fumée, et ce paysage il est partout en Normandie à cette époque, On dit même que le
le long de la Seine était presque plus industrialisé à l'époque que maintenant. Et d'ailleurs, on voit des vestiges de cette époque partout. Il y a ce lieu incroyable qui s'appelle la Filature Le Vavasseur, qui est dans l'Eure et qui est à peut-être 35 minutes de voiture de Rouen, une espèce de cathédrale néo-gothique perdue au milieu de la nature, au bord de l'eau. Enfin, c'est vraiment une espèce de Venise industrielle qui a brûlé d'ailleurs l'année de la première exposition impressionniste. Et qui est un témoignage très intéressant de ce développement économique et industriel de la Normandie. Ségolène a aussi, je veux rebondir aussi sur Whistler, parce que ça va être un moment assez important aussi du festival, avec cette très belle exposition de Rouen qui va parler de Whistler et surtout du whistlerisme. Et là aussi, alors c'est un regard en biais, on va regarder ce moment où ils se sont tous retrouvés à Londres, Monet et Pissarro qui avaient fui la guerre avec la Prusse, qui se retrouvent à Londres, et Whistler également. Donc ça va être aussi un moment important où on va aussi beaucoup reparler de cette dimension entre guillemets pluridisciplinaire d'art total et de comment cette libération, elle touche tout, les arts décoratifs, la musique, même le parfum, la mode. C'est vraiment Whistler, ça va être un point qui permet de regarder plein de choses à propos de l'époque. Nous sommes sur un monde de compagnons. On l'entend bien ici, ce sont des bandes, ils se connaissent, il y a un esprit très particulier. Et parmi... La petite bande, on les appelle la petite bande. Et parmi tous ses amis, il y en a un particulièrement touchant, c'est Basile. J'habite en effet Méric, qui est resté le même depuis la période où mon oncle peignait dans les environs et sur la terrasse. Et lorsque vous êtes sur votre terrasse, devant ce magnifique paysage de la campagne languedocienne, est-ce que vous pensez quelquefois à ce magnifique tableau avec toute votre famille rassemblée? J'y pense très souvent, et je dois dire qu'actuellement, nous pourrions, si nous voulions, presque refaire ce tableau avec mes enfants, mes petits-enfants, mes neveux et mes nièces. Eh bien, Monsieur Basile, je voudrais, en terminant, que vous nous évoquiez un souvenir de votre oncle. Comment est-il venu à Paris? Pour quelle raison? Était-ce pour faire de la peinture? Non, en principe, il était parti pour Paris pour faire sa médecine. Mais d'après ce que m'ont toujours dit mon grand-père et mon père, il avait plutôt horreur du sang. Mais beaucoup mieux la peinture, les paysages et la musique. La horreur du sang, c'est difficile pour faire médecine. C'est le neveu de Frédéric Basile qui s'exprimait depuis son domaine familial de Méric. C'est Montpellier, Basile, c'est Montpellier. Ces gens-là ont des destins qui se suivent, qui se croisent. Ségolène Lemaine, qui parfois s'éloigne. Dans le cas de Basile, il s'engage lors de la guerre franco-prussienne de 1870 où il est tué. Tout le monde ne fait pas ça. Claude Monet, par exemple, en 1870, préfère... Il part. Il va à Londres. Ouais. Pourquoi il veut fuir la guerre? Il veut pas être obligé de combattre. Oui, je pense que c'est probablement ça. Il part avec sa femme et son jeune enfant. Et il s'exile à Londres, effectivement. Pour lui, ça sera un tournant. Et il revient après la Commune, d'ailleurs, en ayant fait un crochet par la Hollande. Mais effectivement, il est pas allé sous les drapeaux. Pour quelqu'un qui aime le brouillard, un passage à Londres, en tant que peintre, ça devait être exceptionnel. Tout à fait. Et alors, il fera de nombreux passages à Londres. Il peindra à Londres depuis son hôtel. Il verra les ponts et la pollution. Effectivement, c'est un peintre de la pollution. Et donc, le smog de Londres est important pour lui et pour sa peinture. Donc, il transforme ça en une sorte de féerie lumineuse. Mais il ne faut pas oublier que c'était une féerie industrielle et une féerie de la pollution. Donc il y a tous ces enjeux un petit peu ambigus, ambivalents, d'une sorte d'écologie ou de sensibilité écologique de l'impressionnisme. C'est aussi une des dimensions de l'histoire de l'art actuelle qui revisite l'impressionnisme à la lumière de ce que nous sommes aujourd'hui et qui pose ces questions de l'écologie. C'est d'ailleurs quelque chose qui sera évoqué en effet dans le colloque que nous organiserons au musée d'Orsay. L'impressionnisme à travers champs. C'est ça.
où on joue un petit peu sur le mot champ, parce que c'est pas seulement le champ de coquelicots qui est exposé de la collection Monet-Laton et qui est exposé au musée d'Orsay en ce moment, mais c'est aussi les champs disciplinaires et la façon dont, depuis aujourd'hui, on réinterroge l'impressionnisme à travers ces questions de genre, gender, une nouvelle historiographie, une réflexion nouvelle sur le mouvement, mais aussi particulièrement sur l'écologie. C'est vrai qu'il y a ce paradoxe dans l'impressionnisme où il y a la fascination pour la nature telle qu'elle est, superbe, et qu'il faut représenter au moment précis où l'artiste la voit, et la même fascination qu'il y a pour la puissance industrielle. C'est l'ensemble qui fait l'impressionnisme, et c'est ce qui les démarque nettement d'autres peintres. On a parlé de l'école de Barbizon, qui, eux, ne voyaient pas les trains qui passaient et qui ne voulaient pas les voir. À propos du smog, justement, ce qui est amusant, c'est que David Hockney, avec lequel on ouvre le festival, et c'est pas un hasard, a dit dans le cadre de la préparation de l'exposition, le brouillard me permet de mieux voir. Il résume très bien ce qu'on vient de dire sur cette fascination pour le brouillard, et c'est pas un hasard que ce soit un Anglais qui le dise, effectivement. Ce qui est une autre chose qui est intéressante à propos du passage, en tout cas du premier passage à Londres, c'est qu'ils découvrent Turner aussi. Là, c'est quand même une révélation. Alors, ils découvrent le paysage anglais en général, et puis Turner, quand on est un jeune peintre à cette époque, on va à Londres, qu'on voit Turner et qu'on revient, on n'est plus le même. On a forcément ça marque. Mais c'est vrai que ces allers-retours entre la campagne et l'urbanisme et la ville, l'industrie, ils sont permanents. Alors ils sont aussi liés à leur propre vie, surtout dans les premières années où ils galèrent un peu, ils s'installent dans des coins un petit peu retirés. Pissarro est à Pontoise, après il va à Éragny. Pissarro, il est beaucoup plus dans la campagne d'ailleurs, et ce qui lui permet aussi de regarder une catégorie de la population qu'on regarde moins à l'époque, les campagnards. Donc il y a ces allers-retours qui se font au gré des voyages en train entre Paris et la Normandie, qui sont liés aussi à leur up and down, quand ils vendent ou qu'ils vendent pas. Et puis quand ils vont à Rouen, évidemment, ils retrouvent ce paysage londonien. Il y a de nouveau ce fog, et pour être rouennais, on sait ce que ça veut dire. Le fog londonien, on l'a à Rouen aussi, avec en plus ces fumées d'usines qui sont partout. Alors est-ce que on irait jusqu'à dire qu'il y avait aussi une manière de montrer ce paysage auquel leurs collectionneurs étaient sensibles, qui étaient des industriels, ça je sais pas, mais en tout cas c'était là. Quand on va à Rouen, et encore aujourd'hui, ce paysage mi-campagne, mi-industriel, il est là complètement. Et au Havre, il est là également. Donc ça c'est vrai que ces allers-retours nature ville, c'est permanent. Et effectivement, le train, on l'a mentionné au début de l'entretien, on met 3 heures en train au lieu d'avant 6 ou 8 heures en voiture, ça change tout. Le train change tout, bien sûr, avec la certitude pour ces peintres impressionnistes de trouver en Normandie tout ce qu'ils attendent pour faire parler de ces impressionnistes en Normandie. Ségolène Lemaine, nous avons évoqué la guerre de 1870 qui correspond à la chute du Second Empire. Nous avons évoqué aussi le fait que l'Académie des Beaux-Arts tenait l'ensemble du système. Ces peintres, qui étaient un peu en opposition avec l'Académie des Beaux-Arts, étaient proches des Républicains. Est-ce que la proclamation de la République, pour eux, est l'espoir d'un changement ? Je pense que ce qui a été important, c'est qu'ils ont été soutenus par des critiques, notamment Jules Castagnari, qui étaient vraiment des républicains de ces nouvelles couches sociales qu'appelle Gambetta, et qui ont voulu soutenir ce qui va s'appeler la nouvelle peinture. Ils ont ensuite été proches de quelqu'un, enfin Monet par exemple, de Clémenceau. Donc il y a des liens en effet entre art et politique qui se nouent, en particulier après la guerre de 1870, et qui seront importants pour voir quelles sont les personnes qui les ont soutenues. Il y a aussi, après la guerre de 70, un phénomène très important pour les collectionneurs, c'est que, comme l'Alsace, évidemment, devient allemande, les industriels du textile qui se trouvaient en Alsace vont venir
à Paris et en Normandie. Et certains d'entre eux vont se consacrer à des collections de tableaux. Ils utilisent leur argent pour réunir des collections. Et donc, il y a un nouveau public aussi qui se met en place. C'est un public de collectionneurs qui sont liés à ces transformations géopolitiques d'un exil forcé et de gens qui se trouvent à Paris et qui cherchent à ce moment-là à soutenir la nouvelle peinture. Oui, parce que pour cette nouvelle peinture, il faut cette trame de fond économique. Sinon, on ne comprend pas les cheminements de ces différents peintres. Un peintre peint ce qu'il peut vendre, à moins d'être le peintre idéaliste qui va se ruiner sa vie entière pour faire des tableaux qui ne se vendront jamais. Mais l'idée est de trouver des marchés. Ces peintres que nous évoquons, qu'il s'agisse de Claude Monet et de tous les autres, qu'il s'agisse de Courbet, on pourrait parler de Corot aussi, ils réussissent à vendre leurs œuvres. En tout cas, ils font tout pour réussir à les vendre. Tout à fait. Et en effet, les deux systèmes existent parallèlement, le système académique et le système du marché de l'art, le système marchand critique. Et il est très important, par exemple, de savoir que en 1852, l'hôtel Drouot va s'ouvrir, il y a une rue de Paris qui s'appelle la rue Laffitte, qui devient vraiment la rue des galeristes, où on peut soit exposer dans les vitrines, y compris chez quelqu'un comme le Père Martin, des personnalités un petit peu pittoresques, mais aussi on peut trouver il y a la grande galerie qui est celle de Durand-Ruel, qui a aussi quelques difficultés à la suite du krach de la Société Générale en 1882, mais qui soutient quand même fortement les impressionnistes. Donc il y a à la fois ces collectionneurs, ces marchands et ces critiques, et ces journaux aussi, ces organes, et ces caricatures. Et finalement, la caricature fait partie de l'histoire. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure à propos du début de Monet en tant que caricaturiste inspirant des caricatures et du dessin de presse. C'est que la caricature fait partie de la représentation visuelle du scandale de la nouvelle peinture. Et parfois, quand on regarde les caricatures, c'est très intéressant parce qu'elles sont méchantes, mais en même temps, elles comprennent les enjeux. Face à, par exemple, un tableau que Monet a présenté au salon qui a été très très important, c'est La robe verte. Zola dit « Enfin, c'est un peintre », etc. dans le Sémaphore de Marseille, un très bel article. Mais à ce moment-là, il y a des caricatures où on voit la robe qui sort du cadre et les visiteurs qui marchent sur le pied de la robe ou des choses comme ça. Et il y a des unes de journaux avec ce qu'on appelle les salons caricaturaux, Bertha, les spécialistes de tout cela, qui d'une certaine manière font connaître l'impressionnisme à travers le scandale de l'impressionnisme, mais aussi en habituant et en faisant comprendre peut-être au public les enjeux de la peinture impressionniste. Là aussi, il y a beaucoup d'ambiguïté, parce que c'est une critique, mais c'est une critique peut-être qui aide à voir, qui aide à comprendre la peinture. Mais c'est un moyen de transmettre aussi l'objet du débat avec La robe verte, ce tableau de Claude Monet. On est en 1866. Alors bien sûr, il n'y a pas d'impressionniste encore, il faut attendre 1874, la première exposition des peintres impressionnistes. En 1866, y a-t-il de la modernité? Le mot est galvaudé, modernité, on l'entend partout, sauf que dans ces années-là, il a un sens. Si nous jetons un coup... C'est une longue histoire qu'il ne faut pas réduire en un tout. Ce que nous évoquons aujourd'hui avec Monet qui va peindre au Havre en 1872, Impression, Soleil levant, l'impressionnisme n'existe même pas. C'est pas exactement le même homme qui, quelques années plus tard, va s'installer à Giverny, qui encore quelques années plus tard devient gloire nationale. Pas du tout, effectivement. Le Monet du Havre, c'est un Monet qui a du mal à vendre, qui galère, hein, et ça permet de rebondir aussi sur l'échange à propos de la vente. Hein. Certains n'avaient pas la même pression financière aussi pour vendre. Hein. Caillebotte, Degas, Marie Cassatt venaient de familles aisées. Ils n'avaient pas vraiment la pression pour vendre. Donc Degas, s'il voulait peindre des
des blanchisseuses, il peignait des blanchisseuses. Si Caillebotte voulait peindre des ouvriers, il peignait des ouvriers. Ça n'avait pas d'impact sur sa vie de tous les jours, alors qu'à l'inverse, Monet, il avait une famille à nourrir, et il y a quand même une époque où il allait chercher les restes chez Renoir pour nourrir tout le monde. Donc c'est quand même, effectivement, il y a cette période-là, puis après, le même Monet, à Giverny, il achète enfin sa maison pour loger toute sa famille, mais entre les deux, il y a eu, c'est le moment où tout a changé, il y a eu la première exposition à New York par Durand-Ruel, très poussée par Marie Cassatt d'ailleurs. Donc là, à partir de là, voilà, c'est plus le même Monet, et c'est plus le même, c'est plus le même mouvement. Là, l'affaire est lancée. Donc la Normandie qu'on visite aujourd'hui, qu'on appelle la Normandie impressionniste, celle du Havre, celle de Giverny, c'est pas du tout la même. Il y a aussi, à propos de la vente, c'est intéressant de voir aussi comment parfois on se demande s'ils n'avaient pas une petite pression pour entrer dans certaines modes aussi, pour essayer de vendre un peu plus. Je pense à la mode très importante autour du Japon à cette époque, et donc on voit apparaître de ci de là des estampes en arrière-plan de certains portraits, et puis après puisqu'on parle d'impression sur les levants beaucoup ce matin, donc il y a comment on insère des choses très à la mode à l'époque. Le Japon est partout, Zola le dit d'ailleurs, partout dans Le Bonheur des Dames, il fait des longues descriptions de tous ces rayons de japonnerie, comme il dit, avec un peu de moquerie d'ailleurs. Impression sur les levants, là on va bien au-delà, Monet va bien au-delà, puisqu'il adopte littéralement un regard aussi très influencé par le Japon. Et faut rappeler que le Japon s'est ouvert au reste du monde quelques années auparavant, qu'il y a des grands échanges diplomatiques entre les deux pays, et entre tous les pays, mais notamment entre la France et le Japon. On voit arriver toutes ces œuvres, et ça devient une grande mode. Et donc les impressionnistes les insèrent. Est-ce que c'est pour séduire une communauté bourgeoise? Est-ce que c'est par vraiment fascination? C'est un peu les deux sans doute. Mais c'est ce qu'on montrera d'ailleurs à Deauville dans l'exposition sur le japonisme. Le japonisme, le mot est tombé avec Ségolène Lemaine, la nécessité de prendre un peu de recul pour comprendre ce mouvement-là dans ces années 1870, au début, quand tous ces peintres comme Monet et ses camarades proposent des œuvres, ils souhaitent encore être exposés au salon, mais l'art que nous surnommons pompier ou académique demeure la référence pour l'élite et donc pour beaucoup d'acheteurs. Et en effet, il y a eu une question sur la dénomination des impressionnistes. Et au moment où c'était encore flottant un petit peu leur dénomination, parfois on les surnommait les Japonais. Parfois on disait impressionniste, mais parfois on disait japonais. Et on disait japonais parce que justement c'est toujours une sorte de moquerie. Japonais parce que ça ressemblait aux couleurs éclatantes de l'estampe japonaise, à cet effet instantané justement de la manga d'Okuzai qui retrace les personnages croqués sur le vif avec un grand brio d'improvisation apparemment, bien que ce soit une estampe. Et puis aussi cet art qui a été collectionné et qui triomphe à l'exposition universelle de 1878, mais qui est connu bien avant par les impressionnistes. Le mot japonisme, il est inventé en 1872 par un critique qui s'appelle Philippe Burti, mais antérieurement, Monet a rencontré... Alors il y a une question, un débat sur quand est-ce qu'il a rencontré l'estampe japonaise. La version la plus habituellement reçue, c'est qu'il l'a connue quand il était... En rentrant de Londres, il est passé donc par les Pays-Bas et il est tombé sur une pile d'estampes japonaises. Il les aurait achetées. C'est la version qu'il a racontée lui-même et qu'on retrouve dans un roman de Mirbeau, inspiré par Claude Monet. Mais plus tardivement, Monet a aussi confié à un critique qu'il aurait connu le Japon plus tôt quand il était au Havre. Et moi, je dois dire que je souscris probablement à cette hypothèse dans la mesure où il a peint un tableau qui s'appelle La Terrasse à Sainte-Adresse, qui est vraiment un tableau qui cite l'estampe japonaise. Et là, ce tableau est antérieur à son passage en Hollande. Et alors, il a dit qu'il avait vu l'estampe japonaise comme emballage des
des marchandises. Bon, bah voilà, en tout cas, ça nous rappelle qu'il faut toujours aller au Havre, parce que c'est une ville magnifique et que l'on peut y voir le paysage que voyaient ces peintres impressionnistes. Il suffit de regarder la mer, que ce soit Claude Monet, que ce soit Eugène Boudin. Et puis, c'est l'occasion de faire un tour en Normandie, comme toujours, Normandie impressionniste, ce festival. Merci vivement à tous les deux, Ségolène Lemaine, Philippe Platel, pour cette explication de ce soleil qui se lève. Merci beaucoup à tous les deux. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Comment les géographes arabes voyaient-ils l'Europe au Moyen-Âge ? Depuis le XIXe siècle, de nombreuses controverses ont opposé entre eux les orientalistes concernant la vision de l'Europe dans le monde islamique. Certains estimant que les érudits musulmans l'avaient ignorée, alors que d'autres affirment, au contraire, que l'Europe a occupé une place de choix dans cette littérature. C'est pour démêler le vrai du faux que Jean-Charles Dussène s'est livré récemment à une vaste enquête historique sur cette question. Alors que la plupart des études antérieures s'étaient focalisées sur la péninsule espagnole, que les Arabes appelaient Al-Andalus, cette recherche a englobé l'ensemble du continent européen, depuis les territoires allant de l'Espagne jusqu'aux rives pontiques, en passant par les îles britanniques et la Scandinavie. Au départ, l'intérêt des Arabes pour l'Europe fut dicté par les velléités de conquête en Méditerranée. Au 7e, 8e siècle, après la Crète et l'île de Rhodes, c'est l'Espagne qui est passée sous la domination des musulmans. Les premiers liens avec les Européens, établis dans un contexte de conflit armé, ont alimenté pendant des siècles les haines religieuses entre musulmans et chrétiens. Ces relations conflictuelles furent aggravées par le phénomène de la piraterie qui culmina au Xe siècle, depuis les côtes de la Méditerranée jusqu'aux couloirs rhodaniens et aux Alpes. Mais les représentations de l'Europe, alimentées par les récits des combattants et des commerçants, ont été très vite complétées par les écrits des premiers géographes arabes. Dès le 8e siècle, ils s'inspirèrent des ouvrages de Ptolémée d'Alexandrie, un astronome, mathématicien et géographe grec qui vécut à Alexandrie au IIe siècle de notre ère, pour esquisser les premières cartes de l'Europe. Il semble que ces cartographes arabes aient été fortement influencés aussi par le roman d'Alexandre, un recueil de légendes qui racontait les exploits d'Alexandre le Grand. L'influence du contexte militaire explique sans doute aussi que ces géographes aient identifié les Européens au christianisme, alors que, jusqu'au Xe siècle, la majorité de ces populations restait apparentée au paganisme. Au cours des siècles suivants, la vision dominante de l'Europe se focalisa sur les récits concernant les villes de Rome et surtout de Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin qui fut, durant toute l'époque médiévale, en conflit ouvert avec les États musulmans. Mais une étape décisive pour l'histoire des représentations de l'Europe dans les écrits des géographes musulmans se produisit quand les Mamelouks imposèrent leur domination sur une grande partie du monde arabe entre le milieu du XIIIe siècle et le début du XVIe siècle. L'intensification des relations diplomatiques et commerciales entre les Européens et le sultanat mamelouk installé au Caire permit aux érudits musulmans d'enrichir et de préciser leurs connaissances sur l'Europe tout en leur donnant une vision plus précise des frontières qui séparaient les différents États. Au final, cette vaste recherche montre que l'Europe ne fut pas ignorée par les géographes arabes au cours de l'époque médiévale, mais le continent ne fut jamais perçu comme un tout cohérent, sauf sur le plan religieux. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau et Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique d'Alia, émission préparée par Mathieu Copal, Jeanne Delecroix, Toscane Viudès, Jeanne Copet, Maïwen Guiziou, le cours de l'histoire écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.